John Clarence Woods, le sergent américain et bourreau de Nuremberg, s'est distingué par sa brutalité en exécutant les nazis condamnés. Plus qu'un devoir, cela semblait un plaisir pour lui, montrant une attitude sadique en accomplissant sa tâche. Avec un sourire cynique, il donnait l'impression de prendre plus de plaisir que nécessaire à chaque exécution. « Pendre des nazis est la meilleure chose qui existe », disait-il. Pour certains, il était un héros implacable. Pour d'autres, quelqu'un qui avait franchi la ligne entre la justice et le sadisme, devenant un symbole de vengeance impitoyable. L'un des exemples les plus barbares fut l'exécution de Julius Streicher, condamné pour crime de guerre. Dans son dernier acte de fanatisme, Streicher cria « Heil Hitler !» et lança des insultes avant d'être placé sur l'échafaud. La chute insuffisante ne brisa pas son cou, le laissant se débattre et gémir sous le gibet pendant 15 minutes agonisantes. Sa mort, lente et grotesque, symbolisait la brutalité avec laquelle la justice a été rendue à Nuremberg. La pendaison du jugement dernier, le dernier jour de Kaltenbrunner. En avril 1945, Himmler nomma Kaltenbrunner commandant en chef de toutes les forces du sud de l'Europe. Conscient de l'effondrement imminent du Reich, Kaltenbrunner réorganisa ses services de renseignement pour créer un réseau clandestin qui opérerait dans l'ombre après la défaite. Parmi ses alliés les plus proches se trouvaient Otto Skorzeny, expert en sabotage, et Wilhelm Waneck, responsable de maintenir les communications stratégiques depuis une station de radio à la Villa Kerry. Ce que peu de gens savaient, c'est qu'à partir de 1943, certains des hommes de Kaltenbrunner, dont Wilhelm Höttl et Werner Goetsch, avaient commencé à planifier une sortie politique. Leur objectif ? Négocier une paix séparée avec les alliés occidentaux et former un front commun contre l'Union soviétique. L'idée de créer un État autrichien indépendant, en rébellion contre le Reich nazi, fut l'une des propositions qui parvinrent secrètement à Allen Dulles, chef des services de renseignement stratégiques américains, par l'intermédiaire d'intermédiaires en Suisse. Dans les derniers jours du Troisième Reich, Altaussee, un village idyllique dans les Alpes autrichiennes, devint le refuge de hauts responsables nazis. Parmi eux, il se murmurait qu'Ernst Kaltenbrunner, chef de la bureau central de sécurité du Reich, et l'un des hommes les plus recherchés, se cachait dans les montagnes avoisinantes. Pendant 3 jours intenses, une équipe dirigée par des officiers américains et des agents locaux travailla sans relâche pour localiser sa cachette. L'avancée clé vint grâce à Albrecht Geiswinkler, un agent britannique qui révéla la localisation de la Villa Kerry, le centre de communication du Réduit national. Là, ils capturèrent Wilhelm Waneck et d'autres collaborateurs, mais Kaltenbrunner n'était pas présent. Altaussee abritait de nombreux nazis en fuite, tandis que l'équipe se heurtait à des informateurs peu fiables et des personnages intrigants comme Norman Bailey Stewart, un espion britannique lié au régime nazi. L'attention se tourna vers Gisela von Westarp, la maîtresse de Kaltenbrunner, et le docteur Rudolf Praxmarar, accusé de l'aider activement. Les preuves contre Praxmarar, y compris son soutien à la Gestapo, resserrèrent l'étau. Le 12 mai 1945, un groupe composé de soldats américains, de guides autrichiens et d'un officier du CIC gravit le Todtgebirge pour capturer Ernst Kaltenbrunner. Après avoir surmonté des obstacles naturels et atteint une cabane apparemment déserte, ils réussirent à faire rendre ses occupants. À l'intérieur, ils trouvèrent des armes, des documents incriminants et des affaires de Kaltenbrunner, qui avait tenté de cacher son identité avec de faux papiers. De retour à Altaussee, la foule et ses proches confirmèrent son identité, marquant sa capture comme un jalon dans la chute des hauts responsables nazis. Lors des interrogatoires à Nuremberg, il insista sur le fait qu'il avait essayé de contrer les influences néfastes de Ribbentrop et que sa connaissance du communisme faisait de lui un allié potentiel précieux pour les Alliés. Mais les preuves contre lui étaient irréfutables. Il fut désigné comme l'un des principaux responsables des atrocités commises par la SS et la Gestapo. Dans sa cellule, Kaltenbrunner était méconnaissable. Son visage, autrefois imposant, était émacié et pâle, reflet des mois passés en détention. Il ne montra aucun intérêt à reconnaître son visiteur, comme s'il avait décidé d'effacer de sa mémoire tout ce qui l'entourait. Il réagit seulement en entendant le nom de Gisela, demandant d'une voix faible des nouvelles d'elle et des jumeaux. Mais sa réponse fut brève, et il se remit dans le silence.
Le jour où commença le procès, Kaltenbrunner ne se présenta pas à la barre des accusés. Une hémorragie cérébrale l'avait affaibli la nuit précédente, l'empêchant d'y assister. Des semaines passèrent avant qu'il puisse comparaître devant le tribunal. Lorsqu'il se présenta enfin, le reste des accusés l'accueillit avec une froideur totale. Personne ne voulut lui serrer la main, et certains évitèrent même de le regarder. Même son propre avocat de la défense refusa de le saluer, croisant les bras derrière son dos avec un dédain délibéré. Pendant une pause du procès, Kaltenbrunner tenta de communiquer avec un des officiers, mais il ne lui fut pas permis de le faire. Le même jour, une lettre de Gisela lui parvint. Dans celle-ci, la femme lui demandait de ne pas laisser son cœur se refroidir et lui rappelait qu'elle l'aimerait toujours. Cependant, la lettre ne parvint jamais entre ses mains, car un journaliste l'intercepta et publia son contenu. Peu après, Kaltenbrunner souffrit d'une autre hémorragie cérébrale. Bien qu'il ait réussi à revenir au tribunal, son destin était déjà scellé. Ernst Kaltenbrunner, un homme de stature impressionnante mesurant plus de 1,90 m, fut libéré d'un hôpital militaire peu avant de faire face à la justice. Avec des cicatrices visibles sur son visage, résultat d'un accident de voiture sous l'influence de l'alcool, il se présenta pour entendre les accusations portées contre lui. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité. À un moment inattendu, il éclata en sanglots, clamant son innocence et affirmant avoir été maltraité pendant sa détention par les forces britanniques. Cependant, il passa rapidement à une défense énergique, déterminée à se sauver. Il affirma que tout document officiel portant son nom avait été géré par des assistants, accusant également Heinrich Müller, le chef de la Gestapo, d'avoir falsifié sa signature à de nombreuses reprises. Kaltenbrunner insista sur le fait que son poste de chef de la sécurité du Reich était purement formel et que ses activités se limitaient à des questions liées au renseignement et à l'espionnage. Selon lui, les actions les plus terribles étaient directement la responsabilité de son supérieur, Heinrich Himmler. Il tenta de se défendre en affirmant qu'il n'avait pris connaissance du plan connu sous le nom de solution finale qu'en 1943 et qu'en apprenant l'existence de ce plan, il s'y était opposé, mais il ne put jamais prouver ses affirmations. Il nia également être au courant de l'ordre du commissaire, qui autorisait l'exécution des officiers communistes soviétiques capturés. De plus, il rejeta l'idée d'avoir visité des camps de concentration, malgré des photographies prouvant le contraire, comme sa présence à Mauthausen. Lors de son témoignage, Kaltenbrunner exprima le désir de ne pas être comparé à Reinhard Heydrich, son prédécesseur à ce poste, et souligna que ses revenus étaient considérablement inférieurs. Malgré ses tentatives de justifier son rôle, les preuves étaient claires. Il était lié à l'opération Reinhard, qui avait dirigé l'assassinat systématique de Juifs en Pologne. Lorsqu'on lui demanda des détails sur les meurtres à Treblinka, il nia en savoir quoi que ce soit, bien que les faits indiquaient le contraire. Le 1er octobre 1946, le tribunal le trouva coupable des charges retenues contre lui. Sa sentence fut la pendaison. Dans la matinée du 16 octobre, il monta sur l'échafaud sous la supervision du sergent américain John C. Woods. La chute ne fut pas suffisante pour provoquer la mort immédiate, ce qui entraîna une agonie prolongée de 11 minutes, marquant une fin terrible à sa vie. Avant son exécution, Kaltenbrunner prononça quelques derniers mots dans lesquels il exprima son amour pour sa nation et affirma avoir agi selon son devoir, niant avoir connaissance des crimes. Son corps fut incinéré et ses cendres furent dispersées dans le fleuve Isar. Pour sa part, le sergent Woods défendit la manière dont les exécutions avaient été réalisées, déclarant être fier de son travail. Le dernier acte de Streicher, un jugement sur la propagande. Julius Streicher est né le 12 février 1885 à Fleinhausen, en Bavière. De constitution robuste et de petite taille, il se distinguait par sa présence imposante et un visage sévère marqué par une expression rigide. Fondateur et rédacteur en chef de Der Stürmer, un journal dédié à diffuser de la propagande antisémite, il devint une figure clé dans la machine idéologique national-socialiste. Malgré sa relation étroite avec Adolf Hitler, Julius Streicher fut destitué en février 1940 de son poste de Gauleiter de Franconie. Cette décision fut prise après une enquête lancée par Hermann Göring qui l'accusa de malversation financière, notamment pour l'appropriation illégale de biens confisqués aux Juifs.
Streicher, pour sa part, attribua sa destitution à ses déclarations critiques envers Göring, ce qui alimenta les tensions au sein de la hiérarchie nazie. Streicher faisait face à l'hostilité de plusieurs hauts responsables du parti, tels que Rudolf Hess, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler et Göring lui-même. Profitant de l'enquête, ces leaders réussirent à saper sa position auprès d'Hitler et à l'écarter des cercles les plus influents du régime. Ils allèrent même jusqu'à suggérer la suspension de la publication de Der Stürmer, un journal jugé trop violent même par Goebbels et Himmler. Cependant, Hitler refusa d'interrompre sa distribution, permettant ainsi à la revue de continuer à propager sa propagande antisémite. Julius Streicher se retira dans sa maison de campagne près de Nuremberg après sa destitution, restant éloigné de la politique active. Toutefois, il continua à écrire et publier des articles profondément antisémites. À la fin de la guerre, il tenta de fuir, mais il fut capturé par les forces américaines le 23 mai 1945 dans un petit village près de Weidring, dans les Alpes. Il fut ensuite transféré à Nuremberg, où il fut jugé par le tribunal militaire international. En ce qui concerne le chef d'accusation de conspiration, aucune preuve ne le lia directement à la planification de la guerre. Cependant, en ce qui concerne le chef d'accusation de crime contre l'humanité, il fut prouvé que pendant 25 ans, Streicher avait prêché la haine contre les Juifs à travers ses publications, incitant à leur persécution. À partir de 1938, il promut activement l'anéantissement de la communauté juive et, pendant la guerre, intensifia sa rhétorique antisémite, étant pleinement conscient des massacres en cours. Ces actions furent considérées comme une incitation directe à l'extermination et donc comme un crime contre l'humanité. Le 1er octobre 1946, Streicher fut déclaré coupable du 4e chef d'accusation et condamné à mort. Streicher fut le 7e des condamnés à être exécuté, ne perdant pas l'occasion de montrer sa rage incontrôlable jusqu'au dernier moment. Plusieurs minutes s'étaient écoulées depuis que le corps de Frick avait été retiré, et le chemin de Streicher de sa cellule au gymnase fut un spectacle, à la hauteur de son caractère explosif. Il avait refusé catégoriquement de s'habiller, forçant les gardes à lui mettre les vêtements de force. Lorsqu'il fut finalement introduit dans le gymnase, ils le firent pratiquement en le portant, tandis qu'il rugissait de toute sa force « Heil Hitler !» une loyauté maladive qu'il n'abandonna même pas dans ses derniers instants. En réalisant qu'il était conduit directement au gibet numéro 1, où le cadavre de Hans Frank venait tout juste d'être pendu, Streicher s'arrêta net et commença à se débattre avec ses gardes. Il était, sans aucun doute, le condamné le plus rebelle de la soirée, s'accrochant à son destin avec une rage inébranlable. Cependant, ses efforts furent inutiles face aux 2 policiers militaires, des hommes robustes choisis précisément pour gérer des cas comme le sien. Ils le traînèrent jusqu'au gibet et le placèrent devant Woods, qui attendait, impassible. Lorsqu'on lui demanda de donner son nom, Streicher refusa au début, s'accrochant à son entêtement. Cependant, en comprenant que son défi était futile, il accepta finalement, sachant peut-être que la mort était désormais inévitable. Avec ses cris et sa résistance, Streicher montra qu'il n'avait trouvé aucune once de résignation, même au bord du gouffre. Julius Streicher monta les 13 marches avec précaution, s'appuyant légèrement sur la rampe. Une blessure au genou l'avait forcé à utiliser une canne ces dernières semaines, mais dans un geste de fierté ou de défi, il décida d'affronter son destin sans elle. En arrivant au gibet, il se tourna vers l'auditoire et, fidèle à son style, ne perdit pas l'occasion de lancer un dernier discours incendiaire. D'un ton chargé de haine, il déclara « Cette année, les Juifs célébreront vraiment la fête de Pourim. C'est une fête joyeuse pour les Juifs, mais c'est ma fête de Pourim. Le jour viendra où les bolcheviks vous pendront tous. » Et il ne s'arrêta pas là. Avant de continuer, il lança un regard furieux à Woods et lui cria « Toi aussi, on t'accrochera !» Le bourreau, sans se laisser émouvoir par ces menaces, ajusta le capuchon noir sur sa tête chauve, terminant le rituel avec la froideur qui le caractérisait. Streicher, dans son dernier soupir d'humanité, adressa quelques mots à sa femme. « Adèle, mein liebe Frau !» Mais même dans sa chute, il ne manqua pas de marquer l'occasion. Lorsque la trappe s'ouvrit à 2h14 du matin, un gémissement guttural résonna depuis l'intérieur du gibet. Les présents furent pétrifiés, certains pâlirent, comme s'ils avaient été témoins d'un événement surnaturel. Un journaliste, incapable de supporter le moment, s'évanouit.
le bourreau Woods, sans perdre son calme, descendit dans le fossé d'exécution pour s'en occuper personnellement. Personne ne vit exactement ce qui s'est passé, mais il était évident qu'il avait utilisé son propre poids pour terminer le travail. Streicher, avec son coup épais, avait résisté à la chute initiale, et Woods dut intervenir pour fracturer les vertèbres nécessaires. Quelques minutes plus tard, les médecins certifièrent officiellement sa mort, assurant avec une certaine hâte que celle-ci avait été instantanée. Bien que peu y crussent, tous préférèrent ne pas en discuter. L'exécution de Julius Streicher fut marquée par un retournement tragico-comique qui reflétait la maladresse et la brutalité de la justice de l'époque. Streicher, un homme de petite taille, resta suspendu à la corde sans se briser le cou, ce qui provoqua une scène grotesque lorsque le bourreau, dans une tentative désespérée pour accélérer sa mort, s'accrocha aux jambes du condamné. Exécution morbide, John C. Woods et la corde du destin des nazis. Après la capitulation de l'Allemagne en mai 1945, Joachim von Ribbentrop, ancien ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, adopta une fausse identité et ouvrit une cave à vin à Hambourg. Sa nouvelle occupation lui rapporta quelques revenus, mais son anonymat ne dura pas longtemps. Lors d'un discours sur le champagne, un de ses connaissances le reconnut et le dénonça. Le 14 juin 1945, une unité du 2e armée britannique, dirigée par le lieutenant Jacques Goffinet, l'arrêta à son domicile. Lors de sa capture, il portait 3 lettres adressées à Winston Churchill, Anthony Eden et Bernard Montgomery, avec lesquels il comptait négocier. Lors des procès de Nuremberg, von Ribbentrop fut accusé de complot, de crimes contre la paix, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Bien qu'il ait soutenu qu'il suivait uniquement les ordres de la chancellerie et remplissait son devoir, le tribunal rejeta sa défense. Déclaré coupable le 1er octobre 1946, il fut condamné à la pendaison pour son rôle dans la machinerie du régime nazi. À 1h11 du matin, 3 coups secs résonnèrent à la porte métallique du gymnase. Le soldat de garde tourna la clé et ouvrit, laissant passer le colonel Little, suivi d'un officier et de 2 policiers militaires escortant Joachim von Ribbentrop. Son visage pâle et son corps trempé le faisaient ressembler à un spectre. Ils avaient parcouru les 50 mètres qui séparaient les cellules du gymnase sous un froid pénétrant jusqu'aux os. Ce n'était pas un trajet agréable pour celui qui marchait vers la potence. Arrivés, ils lui retirèrent les menottes et un officier, dans un geste qui semblait plus absurde que protocolaire, lui demanda son nom, comme si un mensonge à ce moment-là pouvait l'épargner du destin déjà scellé. Ribbentrop répondit calmement, et après un court silence, il monta les 13 marches accompagné de l'officier et de l'interprète. Chaque pas résonnait dans le gymnase vide. Il y avait quelque chose d'ironiquement symbolique dans ce nombre de marches, comme si les 13 étaient un dernier clin d'œil du destin. Arrivé au sommet, on lui demanda s'il souhaitait prononcer ses dernières paroles. Il hésita un moment avant d'articuler d'une voix à peine audible « Que Dieu sauve l'Allemagne ! J'espère que mon pays retrouvera son unité, que l'Est et l'Ouest se réconcilieront et que la paix régnera dans le monde. » Un vœu qui mettrait des décennies à se réaliser. Sans plus de cérémonie, les assistants attachèrent ses jambes avec des courroies en cuir et ligotèrent ses mains. Le bourreau lui couvrit le visage d'une capuche noire et ajusta la corde autour de son cou. À 1h14, la manette fut actionnée et le corps de Ribbentrop disparut dans un coup sec, laissant la corde osciller légèrement. Ainsi se termina la vie de l'élégant ministre des Affaires étrangères, réduite à une note sombre dans les livres d'histoire. Son corps fut incinéré au crématorium de Dachau ce matin-là, et ses cendres furent jetées dans le fleuve Isar, mettant fin à l'existence d'un homme qui avait joué un rôle crucial dans les événements du XXe siècle. À 1h20 du matin, les coups à la porte résonnèrent à nouveau. Cette fois, c'était le tour de Wilhelm Keitel qui, comme son prédécesseur, fut emmené au gymnase pour affronter son destin sur le gibet numéro 2. Bien que son visage fût pâle, il ne montra aucun signe de faiblesse et avança d'un pas ferme. Une fois sur la plateforme, on lui donna la possibilité de prononcer ses dernières paroles, qu'il exprima avec sérénité. « J'invoque l'Omnipotent pour qu'il ait pitié du peuple allemand. Plus de 2 millions de soldats allemands sont morts avant moi. Maintenant, je rejoins mes enfants. Que Dieu protège l'Allemagne. » Le rituel se déroula avec précision.
Son visage fut couvert d'une capuche, la corde placée autour de son cou, et ensuite la manette fut actionnée. La chute fut rapide, mais en traversant la trappe, son visage heurta violemment le bord, lui provoquant une hémorragie notable. Pendant ce temps, les médecins se précipitèrent vers le gibet numéro 1, où ils vérifièrent que Ribbentrop était déjà mort. À 1h30, son décès fut officiellement certifié. Le corps de Ribbentrop fut descendu de la corde, qui fut remplacé par une autre pour continuer les exécutions. Le cadavre fut emmené derrière le 3e gibet, où attendaient les cercueils préparés pour les exécuter. Là, ils le déposèrent, en l'étiquetant soigneusement avec son nom sur la poitrine pour la séance photo, qui immortalisera ce sombre chapitre de l'histoire. À 1h40, Alfred Rosenberg entra dans le gymnase d'un pas ferme, les yeux fixés au sol. Son comportement sobre et distant contrastait avec celui des autres condamnés qui l'avaient précédé. Sans hésiter, il fut conduit vers le gibet numéro 2. Là, en voyant les deux clercs s'approcher, il fit un geste de rejet de la tête, refusant catégoriquement toute assistance spirituelle. Il fut le seul des condamnés à refuser cette aide. Lorsqu'on lui offrit la possibilité de prononcer des dernières paroles, il répondit par un bref et décidé « Non », Zrenia fermant les lèvres comme un signe qu'il n'avait rien d'autre à dire. Sans plus de mots, le bourreau lui plaça la capuche noire et ajusta la corde autour de son cou. La manette fut actionnée et le corps de Rosenberg tomba dans le vide. Pendant ce temps, sur le gibet numéro 1, les médecins entrèrent sous la structure pour certifier la mort d'Ernst Kaltenbrunner, qui fut enregistré officiellement à 1h52. Comme pour les cas précédents, le cadavre fut transporté dans un cercueil, étiqueté et placé à côté des autres. L'ambiance dans le gymnase commençait à devenir tendue et lourde, tant en raison du nombre d'exécutions que de l'atmosphère émotionnelle du lieu. Pour alléger la situation, il fut permis aux présents de fumer et de boire pendant qu'on préparait le tour de Hans Frank, le prochain à affronter la potence. L'ex-gouverneur de Pologne, Hans Frank, entra dans le gymnase accompagné d'un prêtre catholique qui murmurait des prières à voix basse, adaptées au moment qu'il affrontait. Son visage était calme, presque résigné, et son pas lent et tête basse témoignait plus d'introspection que de peur. Il marcha tranquillement vers le gibet numéro 1, celui dont pendait encore récemment le corps de Kaltenbrunner. Après avoir suivi de nouveau le protocole strict, Frank eut l'opportunité de prononcer ses dernières paroles. D'une voix sereine, il exprima « Je remercie tous ceux qui ont pris soin de moi en prison. Que Dieu vous prenne sous sa protection et sa sainte garde. » Un discours pieux qui semblait plus être une tentative de rédemption tardive. À la fin de ces mots, il commença à bouger les lèvres dans une prière silencieuse, plongé dans ses dernières pensées. Pendant ce temps, Woods, sans délai, lui plaça la capuche noire et ajusta la corde autour de son cou. Un instant plus tard, la trappe s'ouvrit et Frank tomba dans le vide, passant du monde terrestre à l'autre côté en un instant. Pendant ce temps, les médecins sur le gibet numéro 2 certifiaient la mort de Rosenberg, enregistrée officiellement à 1h59. Son corps fut transféré à la section médico-légale du gymnase, préparant ainsi le lieu pour le prochain condamné. La nuit avançait inexorablement, marquée par une ambiance lourde et sombre. Wilhelm Frick entra dans le gymnase d'un pas ferme, se dirigeant directement vers le gibet numéro 2, qui venait d'être préparé après l'enlèvement du corps de Rosenberg. En arrivant, il répondit avec détermination lorsqu'on lui demanda son nom, comme s'il voulait accélérer le moment final. Cependant, son impatience lui joua un mauvais tour. Il commença à monter les marches avec tant d'enthousiasme qu'il trébucha, perdant l'équilibre. Les deux policiers militaires qui l'escortaient durent le soutenir pour éviter une chute qui, si elle s'était produite, aurait ruiné l'exécution, comme cela avait été le cas avec Göring, qui s'était suicidé avant d'être pendu. Après s'être ressaisi, Frick, sans montrer de signe de nervosité, monta les derniers échelons 2 par 2. Lorsqu'il arriva sur la plateforme, ses derniers mots furent brefs et percutants. « Vive toujours l'éternelle Allemagne !» Sans plus de cérémonie, la trappe fut actionnée et le corps de Frick tomba violemment. Comme Keitel, il subit un impact violent à la tête qui provoqua une hémorragie intense. Même sur la photographie post-mortem, ses mains étaient tachées de sang et une traînée rouge descendait de l'arrière de sa tête, imprégnant son dos et formant une flaque dans le cercueil où il fut placé. Pendant que Frick pendait inerte de la corde, les médecins se dirigèrent vers le gibet numéro 1 pour vérifier la mort de Hans Frank.
À 2h08 du matin, son décès fut confirmé officiellement et son corps fut transporté à la section médico-légale, laissant le gymnase prêt à recevoir le prochain condamné. La nuit continuait d'avancer, chargée de tensions et d'ombres qui semblaient étirer chaque seconde. Sokol, comme Streicher, décida de résister jusqu'à la fin. Il entra dans le gymnase vêtu uniquement d'un pantalon et d'un pull, refusant d'abord de donner son nom et, comme on pouvait s'y attendre, offrant une résistance farouche en montant les marches de la potence. Avec la colère contenue qui marqua ses derniers instants, il prononça un discours défiant. « Je meurs innocent. La sentence a été trop dure. Que Dieu protège l'Allemagne et la rende grande à nouveau. Que Dieu protège ma famille. » À 2h26, la trappe s'ouvrit et, suivant le triste manuel de Streicher, un cri profond et glaçant s'échappa de son corps lorsque la corde se tendit. Cependant, cette fois, Woods n'intervint pas, considérant probablement que ce cri était le dernier souffle de vie de Sokol. Peu après, le gibet numéro 1 fut libéré et préparé pour le dernier condamné de la nuit, Alfred Jodl. Contrairement à ses prédécesseurs, Jodl choisit d'affronter la mort avec la discipline et l'élégance d'un militaire. Il entra dans le gymnase arborant un uniforme impeccable, avec les bandes rouges caractéristiques de son grade et des bottes brillantes qui scintillaient sous la lumière tamisée. Sans perdre son calme, il donna son nom fermement, monta les escaliers avec détermination et, arrivé au sommet, s'exclama simplement « Je te salue, ma chère Allemagne !» La trappe s'ouvrit et Jodl tomba en silence, sans plus de spectacle. Alors que son corps restait suspendu immobile, les médecins certifièrent la mort de Sokol sur le gibet numéro 2 à 2h40. La fin de cette longue et lugubre nuit approchait inéluctablement. À 2h45 du matin, Arthur Seyss-Inquart, le dernier condamné, entra dans le gymnase. Sa silhouette fatiguée et son pas lent reflétaient la fatigue émotionnelle et physique accumulée. Il boitait légèrement, avançant comme s'il marchait dans un rêve. Devant l'officier, il prononça son nom sans hésitation et commença à monter les marches du gibet numéro 2. Chaque pas semblait peser lourd. Il s'arrêtait fréquemment, comme si l'âge était tombé brusquement sur ses épaules, bien qu'il n'eût que 54 ans. Une fois sur la plateforme, un des assistants lui retira ses lunettes sans que Seyss-Inquart ne réagisse, plongé dans un état quasi automatique. Lorsqu'on lui offrit la possibilité de parler, il sembla sortir de son transe et prononça des mots finaux, brefs et chargés de solennité. « J'espère que cette exécution sera la dernière tragédie de la Seconde Guerre mondiale et que la leçon de cette guerre servira à la paix et à la compréhension entre les peuples. Je crois en l'Allemagne. » Bien que son message arrivait trop tard, il conserva au moins une dignité qui contrastait avec la fureur de Streicher. À 2h48, la trappe s'ouvrit et Seyss-Inquart disparut dans le vide. Les médecins, sans doute désireux de conclure la journée, certifièrent sa mort à 2h59, sans attendre les 15 minutes habituelles. Le bourreau, John C. Woods, s'exclama triomphalement à la fin. « 10 hommes, en 103 minutes. Voilà de l'efficacité », savourant la reconnaissance étrange que l'histoire lui accorderait pour son rôle dans ces exécutions. Après avoir retiré Seyss-Inquart du gibet et étiqueté son corps, une équipe s'occupa du transport des restes de Hermann Göring vers le gymnase. Sa mort par suicide la nuit précédente avait suscité des inquiétudes parmi les Alliés, qui souhaitaient dissiper toute rumeur de complot. 12 minutes après l'exécution du dernier condamné, les représentants alliés et du gouvernement provisoire allemand se réunirent pour vérifier que le cadavre de Göring était authentique et plus mort que vivant. Seuls les photographes autorisés de l'armée prirent des photos des corps, d'abord habillés, puis nus, avant qu'ils ne soient placés dans les cercueils. Après ce protocole, les corps furent rechargés dans 2 camions et envoyés à Dachau, où les attendait un four crématoire. Les cendres seraient dispersées dans le fleuve Isar, éliminant toute possibilité de transformation en reliques pour les partisans du régime. Les journalistes furent confinés dans le gymnase pendant au moins 2 heures, le temps suffisant pour s'assurer que les corps disparaîtraient sans laisser de traces. Cette mesure visait à empêcher que les restes ne deviennent des objets de culte pour les groupes de nazis recalcitrants, marquant ainsi la fin d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire. Vers 5h30 du matin, 2 camions escortés par des véhicules blindés quittèrent la prison de Nuremberg. Ils transportèrent les cercueils des hauts responsables nazis exécutés quelques heures plus tôt, en direction de l'aérodrome de Fürth.
Là les attendait un avion de transport qui les emmènerait à Dachau, où Richard Wagner, un homme dont le nom semblait une ironie cruelle de l'histoire, avait préparé bien avant le four crématoire destiné à réduire les corps en cendres. Un groupe de journalistes, impatients de capturer des images exclusives du transfert, suivit le cortège, espérant obtenir des titres percutants pour leurs journaux. Cependant, leurs plans furent contrecarrés lorsqu'un des véhicules blindés de l'escorte tourna brusquement et bloqua la route. La tourelle du blindé pointa directement sur les voitures des reporters, tandis qu'un officier se penchait par la trappe et leur indiquait d'un ton ferme mais courtois qu'ils devaient retourner à Nuremberg. Sans hésiter, les journalistes obéirent et retournèrent à leur bureau, résignés à relater les événements sans les photos tant espérées. À leur arrivée à Dachau, un comptage minutieux des cercueils fut effectué avant que le macabre processus ne débute. Le premier à être introduit dans le four fut celui de Wilhelm Keitel, tandis que les flammes commençaient leur travail irréversible. Un par un, les cercueils suivirent le même destin, jusqu'à ce que finalement, le dernier à être réduit en cendres fut celui de Julius Streicher, marquant ainsi la fin du chapitre des hommes qui avaient autrefois détenu le pouvoir absolu du Troisième Reich. Une fois les corps réduits en cendres, le four crématoire s'éteignit. Les cendres, encore chaudes, furent soigneusement recueillies et déposées dans 2 poubelles métalliques. Ensuite, les formalités bureaucratiques habituelles furent accomplies, signature, enregistrement et une stricte clause de confidentialité. Tous les présents jurèrent de garder un silence absolu sur ce qui s'était passé, un serment qu'ils respectèrent scrupuleusement, car il n'a jamais été clairement établi dans quel four la crémation avait eu lieu, ni le lieu exact où les cendres furent jetées, au-delà des informations officielles qui désignaient le fleuve Isar comme destination finale. Cette mesure n'était pas anodine. Il était crucial d'éviter qu'avec le temps, ce lieu ne devienne un sanctuaire ou un point de pèlerinage pour les nostalgiques du Troisième Reich. En guise de conclusion à cette sombre histoire, il est intéressant de réfléchir sur le sort des biens personnels des condamnés, qui étaient passés de détenir tout le pouvoir à posséder presque rien. Le 25 octobre, quelques jours après les exécutions, des ordres furent donnés au colonel Andrus sur la gestion des effets personnels des prisonniers. Les médailles et insignes arborant des symboles nazis devaient être détruites. Les vêtements et objets du quotidien, ainsi que l'argent liquide jusqu'à 1000 marks, seraient remis aux proches parents. L'excédent d'argent et les pierres précieuses seraient transférés à la direction des finances. Les objets de valeur des prisonniers, comme ceux de Hermann Göring, furent gelés et envoyés à la Reichsbank, où ils restèrent sous garde jusqu'à la fin de leurs peines ou leur décès. Les décorations militaires, qui auraient été un rêve doré pour les collectionneurs de toutes idéologies, furent classées en 2 groupes. Les simples, comme les médailles standards de l'armée, furent détruites sans cérémonie, y compris la prestigieuse ordre pour le mérite de Göring, obtenue pendant la Première Guerre mondiale. Les insignes ornés de pierres précieuses ou d'emblèmes de grande valeur furent démontés et leurs matériaux vendus. Les recettes de ces ventes contribuèrent à financer les coûts des procès de Nuremberg, qui s'élevaient à 4 435 719 $, une somme colossale pour l'époque. Ainsi se termina non seulement la vie des dirigeants du Troisième Reich, mais aussi la dernière trace physique de leur pouvoir et de leur gloire, réduite en cendres et poussières, tant littéralement que symboliquement. Le colonel Andrus fut chargé de remettre à Amy Göring les effets personnels que son mari avait laissés dans la salle des bagages après son suicide. Malgré les nombreuses possessions que Hermann Göring avait accumulées tout au long de sa vie, ce qui restait de sa splendeur était un reflet modeste par rapport à son ancien statut. De plus, plusieurs de ses affaires avaient mystérieusement disparu ou, dans certains cas, avaient été offertes par Göring lui-même aux gardiens durant son temps en prison, témoignant de sa nature extravagante jusqu'à la fin. La liste des objets remis à Amy comprenait 750 marks en liquide, une montre de voyage, un étui de toilette, une flasque et un étui à cigarettes en or, une boîte à pilules, une montre bracelet, une montre de poche avec une chaîne, un coupe-cigare, un porte-crayon, 4 boutons semi-précieux, 2 boutons de manchette, plusieurs épingles en or et en argent, l'une d'elles avec une perle, une petite montre ornée de diamants, un briquet, un compas de poche, 2 boucles de ceinture, 2 grandes valises, un chapeau et un sac souple. Bien qu'une ombre d'opulence subsistait dans cette collection,
C'était une version diminuée du pouvoir qu'un jour avait détenu l'homme à la tête de la Luftwaffe et second du Troisième Reich. D'autre part, tous les membres des familles et des dirigeants nazis n'acceptèrent pas d'hériter des traces matérielles de leur infamie. Hedwig Kramer, la veuve d'Alfred Rosenberg, et sa fille Irène refusèrent toute possession liée à l'idéologue principal du nazisme. Non seulement elles ne récupérèrent pas ses biens, mais elles optèrent pour un silence absolu sur son passé, évitant les interviews et toute connexion publique avec son héritage. Cette décision semblait être motivée par le désir d'éviter une association perpétuelle avec l'un des principaux architectes de l'idéologie nazie. Tandis que Göring continuait d'être une figure qui, même dans la mort, attirait l'attention par ses extravagances, les Rosenberg semblaient avoir choisi de disparaître du récit historique, laissant le poids de leur crime parler de lui-même plutôt que d'être rappelé à travers leur famille. Ainsi, la fin de ces hommes marqua non seulement l'effondrement de leur pouvoir, mais aussi celui des connexions personnelles et matérielles qu'ils avaient tissées durant leur vie. John C. Woods, le bourreau et les détails des exécutions. Dans l'ombre de cet événement historique se trouvait un homme qui n'avait jamais été bourreau auparavant. John C. Woods, un sergent-major américain avec un passé marqué par des incohérences, fut celui chargé d'exécuter les peines de mort. Sa haine des Allemands et son inexpérience technique imprégnèrent ces exécutions d'une dimension sombre et controversée. La préparation des exécutions débuta par une commande à la réputée société John Edgington et Compagnie de Londres, célèbre depuis plus de 50 ans pour fabriquer des tentes et des cordes maritimes. De manière discrète, elle fournissait aussi les cordes utilisées dans les prisons britanniques pour procéder aux pendaisons. Pour cette occasion, Harry Moax, un de ses employés, confectionna un lot de 40 cordes de 3,10 mètres, faites de chanvre italien, un matériau reconnu pour sa faible élasticité, garantissant ainsi une chute sèche qui briserait instantanément le cou du condamné, évitant ainsi un long processus d'asphyxie. Contrairement aux pratiques britanniques, qui comprenaient un collet rembourré avec du cuir d'agneau pour minimiser les abrasions sur le cou et qui se fermait avec une boucle en bronze, les cordes envoyées cette fois-ci ne possédèrent pas de telles caractéristiques. Un nœud coulant traditionnel, avec entre 7 et 9 tours, fut utilisé, comme c'est la coutume pour les exécutions américaines. Tandis que les Britanniques utilisaient des planches spécifiques pour déterminer la longueur de la corde en fonction du poids et de la taille du condamné, les Américains optèrent pour une chute standard, oscillant entre 120 et 180 cm, uniquement basée sur la taille du prisonnier. Cette approche, loin d'être méticuleuse, donna lieu à des rumeurs sur la prétendue brutalité de John C. Woods, bien que ces allégations n'aient pas été étayées par des preuves. Le gymnase, qui serait le lieu des exécutions, fut placé sous une surveillance stricte, suivant les ordres du colonel Andrus. Seul le personnel autorisé, en plus du bourreau et de ses assistants, avait accès à la zone. Après l'installation des potences, des tests furent réalisés avec des sacs de sable de 90 kg pour s'assurer du bon fonctionnement des trappes. Tout était prêt, tandis que l'atmosphère se chargeait de tension dans le compte à rebours vers les moments finaux. John Clarence Woods naquit le 5 juin 1911 à Wichita, Kansas. Son enfance fut marquée par la séparation de ses parents lorsqu'il n'avait que 2 ans, ce qui le laissa sous la garde de sa grand-mère. Il abandonna l'école secondaire après 2 ans et en 1929 s'engagea dans la marine des États-Unis. Cependant, il déserta après quelques mois et fut renvoyé avec une décharge honorable, diagnostiquée d'une infériorité psychopathique sans psychose. Après sa sortie, Woods tenta de reconstruire sa vie. Il travailla dans la construction et l'agriculture pendant la Grande Dépression et brièvement dans le corps civil de conservation, mais fut une nouvelle fois licencié. Malgré ses échecs constants, il réussit à se marier avec une infirmière nommée Hazel Chilcott, bien qu'il n'ait jamais eu d'enfant. Lorsque les États-Unis entrèrent en guerre en 1941, Woods parvint à s'enrôler dans l'armée. Personne ne vérifia son passé, ce qui lui permit de rejoindre les rangs militaires malgré son historique discutable. En 1943, il fut affecté à un bataillon de génie, exerçant principalement des tâches de soutien. En 1944, alors que les Alliés se préparaient pour le jour J, l'armée américaine faisait face à un problème interne. Des dizaines de soldats condamnés pour des crimes tels que la désertion, le meurtre et le viol attendaient d'être exécutés, mais aucun bourreau n'avait été désigné. Woods se porta volontaire
affirmant avoir mené des exécutions au Texas et en Oklahoma. Toutefois, ces affirmations étaient fausses, car dans ces États, les exécutions se faisaient par électrocution depuis plusieurs années. Malgré le manque de preuves concernant son expérience, Woods fut accepté. Son salaire augmenta considérablement et il entama sa tâche en tant que bourreau. Il participa aux exécutions de 34 soldats américains en France entre 1944 et 1945 et aida dans au moins 3 autres. Les registres indiquent également qu'il fut impliqué dans 11 pendaisons ratées, ce qui témoigne de son manque de compétences. John Clarence Woods était un homme dont la réputation le précédait. Selon ses camarades, il incarnait l'image même du laisser-aller. Il ne respectait jamais les règles de tenue militaire et son apparence personnelle laissait beaucoup à désirer. Ses chaussures restaient sales, sa barbe non rasée et son uniforme en lambeaux, pantalon froissé et taché, veste qu'il portait pendant des semaines sans la laver et casquette constamment froissée. Même ses galons de sergent-major étaient mal cousus avec du fil jaune aux extrémités, comme si ce détail était sans importance. Son haleine était nauséabonde, ses dents jaunes, et son cou sale complétait l'impression d'un homme négligé. Malgré tout cela, son état ne semblait pas déranger le colonel Burton C. Andrews, qui partageait avec Woods une haine profonde des Allemands. Lorsque le moment de préparer les potences pour les exécutions arriva, Woods rencontra de nombreuses difficultés. Il ignorait les mesures exactes de taille et de poids des condamnés, ce qui était crucial pour calculer la chute nécessaire à une mort rapide et propre. Cependant, il improvisa ce qui eut des conséquences dramatiques. Plusieurs témoins, y compris des journalistes du The Star, affirmèrent que Woods aurait délibérément planifié les exécutions pour prolonger la souffrance des condamnés, en particulier celle de Streicher, à qui la corde fut mal mise, supposément de manière intentionnelle. Cette méthode défectueuse fut répétée avec d'autres condamnés, comme Alfred Jodl, dont l'agonie dura jusqu'à 24 minutes. Bien que l'armée des États-Unis ait nié toute irrégularité, les photographies prises après les exécutions montraient clairement les visages blessés des condamnés, ce qui lança un débat sur les méthodes utilisées par Woods. Certains avancèrent que son mépris pour les standards techniques et sa haine des Allemands avaient influencé les résultats. Malgré les critiques, Woods se montra fier de son travail. Dans des déclarations ultérieures, il affirma « J'ai pendu ces 10 nazis et j'en suis fier. Je n'étais pas nerveux. Un homme ne peut pas se permettre d'être nerveux dans ce métier. » Le destin, cependant, réservait une ironie finale pour John C. Woods. Le 21 juillet 1950, alors qu'il travaillait sur une base militaire dans les îles Marshall, l'homme qui avait réalisé les exécutions les plus notoires de l'après-guerre mourut électrocuté. Il réparait un système d'éclairage lorsqu'il reçut une décharge fatale. Certains suggérèrent que sa mort pourrait avoir été un acte de sabotage, peut-être perpétré par des scientifiques allemands rancuniers. Cependant, l'armée des États-Unis déclara officiellement qu'il s'agissait d'un accident. La fin de l'ordre noir. Les exécutions des leaders des SS. Les procès de Nuremberg ont marqué un tournant en jugeant les principaux dirigeants du régime nazi. Cependant, certains cas ont été traités séparément, comme celui d'Oswald Pohl, chef du Bureau central de l'économie et de l'administration des SS. Oswald Pohl est né le 30 juin 1992 dans une famille aisée, étant l'un des 8 enfants. Éduqué dans les classiques comme le latin et le grec, il souhaitait étudier les sciences mais opta pour une carrière dans la marine, servant pendant la Première Guerre mondiale. Après le conflit, comme de nombreux anciens militaires, il se sentit perdu et rejoignit les Freikorps, des groupes paramilitaires qui résistaient au gouvernement de la République de Weimar. Son mécontentement vis-à-vis du système le poussa à se rapprocher du nazisme, rejoignant les SA en 1925 et les SS en 1929. En 1933, Heinrich Himmler remarqua son talent administratif et l'intégra dans son équipe. Pohl réorganisa les finances et l'administration des SS, consolidant ainsi le contrôle économique de l'organisation. Sous sa supervision, les camps de concentration se transformèrent en centres d'extermination. Il introduisit des méthodes de travail forcées et finança la construction d'installations comme Auschwitz et Majdanek, augmentant ainsi leur capacité de destruction. Obsédé par l'optimisation des profits, Pohl calcula la valeur économique d'un prisonnier.
Une vie de 9 mois générait un revenu de 1630 marks. Il dirigea également la collecte des biens des victimes, des bijoux au plombage en or, qui étaient réinvestis dans la machine d'extermination. Capturé en 1946, Paul fut jugé lors du fameux procès Paul aux côtés de 17 autres officiers de son bureau. Il fut accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'appartenance à une organisation criminelle. Bien qu'il tentât de se justifier en tant que simple administrateur, les preuves le condamnèrent. Sa sentence fut la mort. Dans la matinée du 7 juin 1951, Paul fut emmené sur l'échafaud de Landsberg. Un prêtre l'accompagna jusqu'à ce qu'il soit remis au bourreau. Les mains et les pieds attachés, une capuche noire lui fut mise sur la tête et la corde autour du cou. Après un court moment, le levier fut actionné et Paul tomba dans le vide, mettant fin à sa vie. Karl Hermann Frank fut un autre leader nazi brutalement exécuté après la guerre. Promu SS-Gruppenführer, Frank obtint un pouvoir absolu sur l'appareil policier national-socialiste de la région, y compris la Gestapo et la Kripo. Sous son commandement, la répression contre les Tchèques atteignit des niveaux atroces, marqués par la persécution systématique des Juifs et la répression brutale de la résistance. Après l'assassinat de Reinhard Heydrich en mai 1942, Frank mena les représailles, notamment le massacre de Lydis, où il ordonna l'exécution de tous les hommes, l'envoi des femmes dans des camps de concentration et l'élimination des enfants inaptes à la germanisation. Plus de 340 habitants de Lydis furent tués et le village fut entièrement rasé. Quelques semaines plus tard, le petit village de Ležáky subit un sort similaire, avec l'exécution de tous les adultes et la déportation des enfants. À la fin de la guerre, Frank tenta de fuir, se rendant aux Américains, mais il fut extradé à Prague, où il fut jugé pour trahison et crimes de guerre. Karl Hermann Frank tenta de se désolidariser des crimes commis sous son commandement, bien qu'il admit devant le tribunal que les exécutions pouvaient être considérées, selon les sentiments et les lois humaines, comme un meurtre. Cependant, sa stratégie ne convainquit pas le tribunal populaire de Prague, qui le condamna à mort par pendaison le 21 mai 1946 pour son rôle dans les massacres de Lydis et Ležáky. Le procureur de l'affaire, Jaroslav Drabek, commenta plus tard « Moi, qui ai observé impuissant comment Hitler détruisait systématiquement ma nation et tuait des proches, j'ai obtenu du jour au lendemain le pouvoir de traduire devant la justice ceux qui ont causé tant de douleur. À Prague, j'ai envoyé Karl Hermann Frank, Kurt Daluege et d'autres criminels à la potence. » Frank, qui n'a jamais montré de compassion envers les Tchèques, demanda la clémence au président Edvard Benz dans une lettre où il écrivait « En tant que vainqueur, j'espère que tu auras pitié et me donneras la vie. » Mais sa demande resta sans réponse. Son exécution, réalisée le 22 mai 1946, devint un spectacle public. Plus de 5000 personnes assistèrent, y compris 7 femmes survivantes du massacre de Lydis qui occupèrent les places les plus proches. À 13h37, Frank fut conduit à la potence, où une élingue le maintint avant de tomber d'environ 1 mètre. Tandis que le bourreau lui couvrait le visage, il déclara « L'Allemagne doit vivre même si nous mourons. Longue vie à la nation allemande. Vive l'esprit allemand. Vive l'esprit allemand. » Son corps resta suspendu pendant 45 minutes. Ensuite, Karl Hermann Frank fut enterré dans une tombe anonyme au cimetière de Dablis, aux côtés des restes de Jan Kubis et Józef Gabčík, les auteurs de l'assassinat de Reinhard Heydrich. Le sort de sa famille ne fut guère meilleur. Karola, sa deuxième femme, fut arrêtée et envoyée dans un goulag au Kazakhstan, où elle passa 10 ans à travailler dans des conditions de travail forcées avant d'être libérée en 1955. En revenant en Allemagne de l'Ouest, elle mit 4 ans à retrouver ses 3 enfants, qui avaient été élevés par d'autres familles sous des identités différentes. Oskar Dirlewanger fut un autre des leaders des redoutés SS brutalement exécutés après la guerre. Dirlewanger fut envoyé au camp de prisonniers d'Altshausen le 1er juin 1945 sous la garde des troupes françaises. Quelques jours plus tard, il mourut dans des circonstances jamais éclaircies, alimentant des théories allant d'une correction violente de ses propres subordonnés, qui le haïssaient profondément pour sa brutalité, à une torture à mort infligée par des gardiens polonais au service des Français. Bien que les autorités françaises aient émis un certificat de décès indiquant cause naturelle le 19 juin 1945,
sa mort resta entourée de rumeurs. Avec le temps, des histoires affirmèrent qu'il avait survécu et qu'il travaillait pour l'armée égyptienne dans les années 1950. L'obsession de confirmer sa mort conduisit à l'exhumation de son corps, identifié grâce à sa plaque d'identité. Cependant, à une époque où l'organisation Odessa aidait de nombreux nazis à fuir, il était difficile d'écarter la possibilité que l'identification fût un montage, car il aurait été facile de changer une plaque d'identité pour un autre corps. Sa brigade Dirlewanger, composée de criminels et de marginaux, agissait en toute impunité sous l'égide d'Heinrich Himmler. Dans un régime où les crimes atroces s'étaient institutionnalisés, Dirlewanger était un outil parfait, un homme sans limites éthiques ni morales à la tête de troupes venues des pires bas-fonds. Son unité, célèbre pour sa brutalité et son taux de pertes élevé, était utilisée dans des opérations contre les partisans où la morale et les règles de la guerre n'avaient pas leur place. Cependant, la véritable responsabilité ne reposait pas uniquement sur Dirlewanger, mais aussi sur ceux qui lui avaient donné le pouvoir. Un malade à qui, au lieu de l'enfermer, on donna des armes et des soldats, le transformant en une machine à atrocités. Il est difficile de ne pas voir des parallèles avec les agences ou couvertures utilisées par des puissances actuelles dans des conflits, opérant en dehors de tout cadre légal ou moral, protégés par leur gouvernement. Si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, Dirlewanger, loin d'être une figure infâme, aurait pu être glorifié avec des ruses et des statues en son honneur. À la place, sa vie se termina de manière ambiguë, mais son héritage d'horreur reste un rappel de ce qui se passe lorsque l'on confère un pouvoir absolu à un monstre. Dirlewanger ne fut pas un cas isolé, mais un rouage d'un système conçu pour exploiter le mal sous sa forme la plus pure, tout comme d'autres individus et groupes qui, protégés par des États, continuent d'agir sans restriction aujourd'hui. C'est une leçon que l'humanité ne devrait pas oublier, bien que le monde continue de répéter les mêmes erreurs, déguisées sous de nouvelles formes et bannières. Rudolf Höss, du commandement à Auschwitz à la pendaison dans son propre enfer. Après la défaite allemande, Rudolf Höss, ancien commandant du camp de concentration d'Auschwitz, chercha à se cacher. À Flensburg, sous un déguisement soigneusement élaboré, il portait un uniforme de la Kriegsmarine et utilisait le pseudonyme Franz Leng. Cependant, ce déguisement initial ne suscita aucune suspicion et il fut libéré après sa capture initiale par les troupes britanniques. La véritable chasse à Höss commença après la libération du camp de Bergen-Belsen. Lors des interrogatoires des survivants, des détails émergèrent sur le rôle central de Höss à Auschwitz, ce qui poussa les services de renseignement britanniques à se concentrer sur sa capture. Ils localisèrent sa famille et la soumirent à une surveillance stricte. Son épouse, Hedwig Höss, fut arrêtée le 8 mars 1946. Sous la menace d'une déportation en Sibérie avec ses enfants, elle révéla finalement la cachette de son mari. Le 11 mars 1946, Höss fut retrouvé dans une ferme près de Flensburg et arrêté. Sa capture fut menée par des soldats britanniques dirigés par Hans Alexander, un officier d'origine germano-juive. Pendant l'arrestation, Höss fut sévèrement battu. Il fut ensuite transféré à Heide, où il subit 3 jours de privation de sommeil et de mauvais traitements, avant d'être contraint de signer une déclaration dans laquelle il reconnaissait sa responsabilité dans l'organisation de l'assassinat massif de millions de personnes. Höss témoigna devant le tribunal militaire international de Nuremberg le 15 avril 1946. Appelé comme témoin de la défense par Kurt Kaufmann, l'avocat d'Ernst Kaltenbrunner, sa déclaration fut choquante. Il admit avoir exécuté les ordres directs d'Heinrich Himmler pour mettre en œuvre la solution finale et expliqua comment Auschwitz avait été sélectionné en raison de sa position stratégique et de ses capacités logistiques. Bien que dans sa déclaration initiale à Nuremberg, il ait mentionné un total de 2,5 millions de morts. Il révisera plus tard ce chiffre dans ses mémoires à environ 1,1 million. Ce chiffre défiait les estimations de 4 millions avancées par les autorités soviétiques, ce qui suscita la controverse à l'époque. Sa déclaration au tribunal montrait clairement qu'il considérait les massacres comme un devoir imposé par ses supérieurs, sans montrer de véritable remords. En mai 1946, Höss fut extradé en Pologne pour être jugé devant le tribunal suprême national, celui-là même qui avait condamné Amon Goeth. Lors du procès,
Heuss adopta un comportement calme et méthodique, offrant des réponses précises mais dénuées d'empathie. En sa défense, il tenta d'équivaloir les atrocités d'Auschwitz aux bombardements alliés sur les villes allemandes, justifiant ses actes sous le prétexte d'obéir aux ordres. Le tribunal, cependant, n'accepta pas ces arguments. Le 2 avril 1947, Heuss fut condamné à mort pour sa responsabilité directe dans les massacres d'Auschwitz. Les anciens prisonniers demandèrent que son exécution ait lieu dans le même camp qu'il avait autrefois supervisé, une demande qui fut accordée. Le 16 avril 1947, Rudolf Heuss fut emmené au camp de concentration d'Auschwitz, où il attendait son exécution. Un matin solennel, il demanda une tasse de café avant d'être transféré au bloc 11, connu sous le nom de bloc de la mort. Il marcha calmement vers le gibet, où un prêtre lui offrit un réconfort spirituel. À 10h08, après la lecture de sa sentence, Heuss fut pendu sur le même terrain où il avait été témoin des morts de plus d'1 million de personnes. Son corps resta suspendu tandis qu'un médecin certifiait sa mort. Par la suite, ses restes furent incinérés et les cendres dispersées à un endroit inconnu pour éviter la création d'un sanctuaire nazi.